voulons aussi préserver le taux de matière organique des sols, nous voulons préserver la biodiversité, nous voulons des économies d'énergie et nous voulons permettre à de nombreux paysans d'être justement rémunérés. Alors j'entends déjà les pissoirs nous dire « vous allez ruiner la ville ». Non, une restauration scolaire bio ne coûte pas forcément plus cher. Les chiffres sont têtus. Une cantine avec seulement, par exemple, un tiers de produits bio a un coût matière, c'est-à-dire la valeur de ce qu'il y a dans les assiettes et dans les verres, de 1,88 €. La fourchette du coût matière pour un repas qu'on appelle conventionnel, c'est-à-dire issu de l'agriculture productiviste, va de 1,50 € à 2 €. Pour réduire les coûts, il faut bien sûr privilégier le local, mais il faut aussi privilégier les produits frais en mettant en place des légumeries pour éplucher, pour préparer les légumes, et il faut à minima des plateformes collectives d'approvisionnement, et il faut enfin lutter contre le gaspillage. J'ajoute qu'il nous faut également en finir avec les perturbateurs endocriniens, ce qui pose la question du soja, mais aussi celle des emballages, notamment induits par l'existence d'une cuisine centrale et de cuisine satellite. Je le répète, méfions-nous de la fausse bio, je veux dire de la bio-industrie. Méfions-nous de la fausse agroécologie, c'est-à-dire d'une agroécologie productiviste. Le capitalisme récupère tout, mais selon sa propre logique. Et je rêve aussi que cette restauration scolaire devienne gratuite. Lyon avait été, le 5 janvier 2019, la capitale de la gratuité. Tous les courants et sous-courants des gauches et de l'écologie antilibérale s'étaient retrouvés pour dire qu'il fallait avancer vers une civilisation de la gratuité. 500 personnes, dont une grande majorité de Lyonnais, avaient participé à cette grande fête. Ces questions sont ouvertes, mais il faut aller vite, car la cantine scolaire est devenue un lieu de fracture sociale. 40% seulement des enfants de milieux défavorisés y accèdent, alors qu'on a seulement 17% des enfants des classes aisées. Et Jacques Toubon, le défenseur des droits, vient de publier un rapport appelant à mettre fin aux discriminations à la cantine. Rodriga Arenas, le coprésident de la Fédération des parents d'élèves, la FCPE, parle d'un juste choix de société. Le député En Marche, Gaël de Boitec, vient tout juste de déposer une proposition de loi instaurant la gratuité, mais seulement pour les enfants de pauvres. Cette gratuité stigmatisante, nous n'en voulons pas. L'enjeu est bien de multiplier les îlots de gratuité pour qu'ils deviennent ensuite des archipels puis des continents. Et cette question de la gratuité doit être au cœur des municipales. Et peu importe par quoi on commence, les transports en commun, les services culturels, les services funéraires, l'eau et l'énergie alimentaire, la gratuité de la restauration scolaire, on peut avancer bien sûr en commençant par la gratuité d'un goûter, mais avec l'objectif de l'étendre. Et cette gratuité de la restauration scolaire, c'est possible financièrement. Nous en avons la preuve par les pays qui l'appliquent, comme la Suède. Nous en avons la preuve par les communes françaises qui la vivent au quotidien. La ville doit avoir aussi une responsabilité éducative, pas seulement en apprenant aux enfants à bien manger, mais en organisant via les écoles, via les activités périscolaires, des visites de fermes paysannes. C'est indispensable pour construire un autre récit sur l'agriculture et l'élevage. Non, les paysans ne sont pas tous malheureux. Non, les éleveurs ne sont pas tous des assassins. Lyon a déjà la chance d'offrir de nombreux marchés en plein air. Il en existe 42 qui représentaient 12,5% des achats alimentaires en 1980, 7,5% en 2006 et 10% aujourd'hui. 43% des Lyonnais fréquentent au moins une fois par semaine le marché. La ville de Lyon offre 11 km d'étal par semaine. Mais un tiers seulement des forains sont des producteurs. Et il y a une très faible fréquentation de la population de moins de 40 ans.
Il faut donc maintenir ces marchés en plein air, mais il faut développer aussi de véritables marchés paysans, en partenariat avec l'association Marché Paysan et d'autres mouvements comme l'association pour le développement et la promotion des marchés. Il y a deux autres questions qui vont être décisives durant la mandature. Quelle attitude adopter face aux biotechnologies alimentaires et quel type d'agriculture urbaine souhaitons-nous vivre? Nous sommes face effectivement au développement programmé des biotechnologies alimentaires avec par exemple non plus simplement les OGM officiels mais des OGM cachés avec la cisgénèse, la mutagénèse. Eh bien, il faut dire que nous voulons des cantines sans pommes, melons, cisgéniques. Nous aurons aussi à nous situer face à ce qu'on appelle l'agriculture cellulaire, animale ou végétale. Doit-on servir demain dans les cantines de la fausse viande, des faux œufs, du faux lait, du faux fromage, du faux lait, fabriqué en laboratoire industriellement à partir de cellules souches? Doit-on, après-demain, servir des faux légumes, des faux fruits produits dans le cadre de l'agriculture cellulaire? On connaît les villes hors TAFTA, je rêve de villes hors agriculture cellulaire. La deuxième question décisive concerne l'agriculture urbaine. Nous avons toujours été du côté des jardins partagés, des jardins familiaux. Nous soutiendrons toujours des mouvements comme les incroyables comestibles, les jardins de cocagne, les jardins au pied des immeubles ou sur les toits. Il faut également permettre à chaque école d'avoir un jardin scolaire avec du personnel de la ville dédié dans le cadre, par exemple, du programme Slow Food. Cette agriculture urbaine, nous l'aimons pour ce qu'elle apporte de lien social, d'activités récréatives, de liens renouvelés avec la nature. Cette agriculture urbaine, nous l'aimons parce qu'elle répond aussi à l'objectif de végétalisation de notre ville. Et nous avons besoin de l'expérience d'associations comme Terre en Ville. Mais la ville ne peut pas se substituer à la campagne, sauf à choisir le piège des fermes-usines urbaines. Ces unités de production high-tech, ce qu'on nomme aujourd'hui l'agri-tech, c'est-à-dire l'agriculture technologique. On parle aussi d'agriculture intelligente, comme si l'agriculture de nos paysans était bête. Lyon est malheureusement très bien placé dans cette fuite en avant technologique, avec deux champions. Tout d'abord, la ferme urbaine de Lyon, implantée pas si loin de l'OL Land, tout un symbole. Son président est un ancien de Monsanto, c'est tout dire. Avec également l'entreprise Refermers, fondée certes par un ancien de WWF, mais qui prétend développer, je cite, une polyculture intégrée circulaire hors sol. Et la revue Capital titrait récemment « Le bio trop cher, c'est terminé ». C'est terminé car le bio sera bientôt remplacé par ces fermes high-tech qui prétendent aller au-delà du bio, qui prétendent dépasser l'alternative entre l'agriculture productiviste et le bio. Grâce à cette fuite en avant technologique, ces pseudo-fermes verticales sont des unités de production végétale totalement robotisées, totalement aseptisées. Les fruits et les légumes poussent avec un climat artificiel, avec une lumière artificielle. On utilise un système de supervision générale, un pilotage à distance. On parle d'agriculture de précision. On parle également d'agriculture augmentée, comme on parle d'humanité augmentée. La ferme urbaine de Lyon revendique des rendements 470 fois supérieurs pour la ciboulette, 50 fois supérieurs pour le basilic. Et ces semences sont fournies par Villemorin Mikado, filiale du géant Limangrain. On est très loin des semences paysannes. Tout cela se développe à Lyon dans l'ignorance de la population et malheureusement avec l'aval du Grand Lyon de la majorité sortante. Et ces unités de production végétale, ce veut l'écolo, disent on n'aura plus besoin de pesticides ni d'insecticides puisque nous serons dans un environnement totalement
contrôlée. L'affaire Musine, c'est le détournement capitaliste du circuit court. L'affaire Musine, c'est le détournement productiviste de la sensibilité écologique. Je fais donc le rêve que nous prenions le contre-pied de cette folie. Et nous pouvons le faire en partenariat avec ce qui existe déjà. Je pense notamment au travail extraordinaire du mouvement Slow Food. Et nous pouvons aller beaucoup plus loin que le président Obama, qui avait confié la gestion des jardins de la Maison-Blanche au mouvement Slow Food. Lyon pourrait devenir la première ville Slow Food. Elle pourrait même adhérer au réseau international des villes lentes, les City Slow, tout en travaillant avec le réseau des territoires en transition. La ville pourrait ainsi valoriser des centaines de variétés végétales, de races animales qui ont été oubliées, qui ont été malmenées par la logique productiviste. La biodiversité, nous on l'aime dans les champs et dans les assiettes. Merci beaucoup. Alors on va passer à l'intervenant suivant. Je vous préviens tout de suite, comme ça vous me mettez à mon débit, il n'y a que des intervenants ce soir, et pas des intervenantes. Alors j'ai hésité à leur faire changer de prénom, de vêtements, voilà. Donc mettez-le à mon débit, la prochaine fois, ce ne seront que des intervenants. Et j'en profite pour saluer aussi les membres d'autres organisations qui nous ont rejoints, comme le Parti communiste et Place Publique, que j'ai croisé là. Alors, toujours dans ce sujet éminemment complexe, vous l'avez vu, où on passe des cantines à la filière agricole, on va laisser la parole à Michel Buisson, qui est membre d'Attaque, et puis qui est également un grand chercheur dans le domaine agricole et alimentaire, un grand écologiste, il ne lâche rien sur cette question, qu'il allie toujours au social, et donc je vais lui laisser la parole.